lancer ça. Voilà, donc normalement on est en enregistrement. Ok. Très bien. Alors, il y en a qui l'ont cherché cet exercice ou pas? Non. Non? Je crois qu'il y en avait un ou deux en TD qui avaient peut-être commencé à le lire. Bon. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, le principe ici, c'est qu'on a un camion qui est garé, donc qui est à l'arrêt. Et il est soumis à du vent qui vient de la gauche ici, qui va taper sur le côté du camion et qui peut potentiellement le faire basculer. Et donc l'idée, c'est de regarder à partir de quelle vitesse de vent le camion va basculer. Donc les questions ici sont assez directes. Première question, on vous demande de faire un bilan des forces. Donc ici, il faut le faire soigneusement parce qu'il y en a pas mal. Et la deuxième question, c'est de déterminer cette fameuse vitesse limite. Alors au niveau des forces, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent répondre? On va faire comme ça peut-être, comme personne ne l'a regardé. Alors, Du coup, il y a le poids. il y a le poids exactement. Alors, hop, en rouge. Donc, on a le poids qui s'applique là sur le centre de masse. Alors, le centre de masse, on vous le dit dans l'énoncé. Vous voyez, il a une distance B ici du sol. On va négliger la taille des roues ici, hein. Donc, on a le poids ici. Ça, d'accord. Et on a la force qu'exerce le vent qui nous est déjà donnée dans l'énoncé. On dit qu'il s'applique en un point S qui est ici, qui est au milieu de la face de gauche là, du camion. Alors, c'est quelque chose qu'on peut montrer par le calcul, un petit peu comme on avait fait pour le poids en cours. Ici, ce n'est pas du tout le but de le démontrer. Donc, voilà, on va prendre l'information du texte comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la réaction du sol. Ouais, Baptiste avait répondu aussi. La réaction normale, effectivement. Donc, on en a deux ici. En fait, si on voulait même être exact, il y en aurait quatre, une par roue. Donc, on va avoir la réaction normale ici. On va l'appeler peut-être N1. Et on a la réaction normale ici. On va appeler N2. Bon, c'est un peu petit là le schéma. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Alors, ces réactions, elles n'ont pas forcément la même norme, hein. Bon, ça ne se voit pas très bien sur mon dessin, mais il n'y a pas de raison qu'elles aient la même norme. Est-ce que vous voyez autre chose? Qu'est-ce qui va se passer là si on met que ses forces et que le vent souffle? Quel mouvement il va avoir le camion? Il va partir à droite. Il va glisser sur le sol. Il va glisser à droite parce qu'on voit que la somme des forces, donc ce qui est vertical va probablement s'annuler. Par contre, il nous reste la force F qui est horizontale vers la droite. Donc il y a quelque chose qui s'oppose au glissement. Qu'est-ce que ça va être? La réaction tangentielle, oui, c'est ça, Baptiste. Effectivement. Donc là, il y a des réactions tangentielles, donc des forces de frottement solides au niveau des contacts des roues. Alors, je vais en dessiner que deux, évidemment. On ne voit pas les deux roues de devant. Et elles vont être orientées comme ça. Elles vont s'opposer. Ici, T1 et puis T2. Voilà. Alors, après, les réactions T1 et N1 vont vérifier les lois de Coulomb. C'est-à-dire que s'il y a glissement, on aura T1 égale Fn1 en norme. S'il n'y a pas glissement, on aura T1 plus petit que Fn1. Ici, dans le cas où il n'y a pas de glissement, on a une égalité. On va voir qu'en fait, ces forces, elles ne vont pas vraiment nous embêter. Ok. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors ensuite, on vous dit, question 2, le camion bascule lorsque la réaction normale au point O1 s'annule. Déterminer la vitesse du vent à partir de laquelle on a basculement. Donc le vent souffle, on n'a pas trop de mal à comprendre que si le vent souffle, en fait, le camion il va avoir tendance à vouloir basculer, donc à tourner autour d'un axe fixe qui va être l'axe qui passe ici, par le point O2. Ok. Donc, s'il y a basculement, il y aura rotation entre cet axe-là. Et donc, on va utiliser cet axe-là pour appliquer le théorème du moment cinétique. Ok. Alors, évidemment, hein, je l'ai déjà dit, on pourrait le faire ailleurs. Surtout qu'ici, on est sur une situation de statique, donc on n'a pas besoin de connaître le moment d'inertie autour d'un axe donné. Mais ici, ça va être un peu plus simple. Donc, on va se placer à la limite du basculement, comme on fait habituellement. Et à la limite du basculement,
l'intérêt, c'est qu'on va avoir donc N1 qui s'annule. Donc celle-ci disparaît. Et puis du coup, T1 va disparaître aussi. Si le contact disparaît, on n'a plus de réaction tangentielle. Donc on se retrouve avec un petit peu moins de force. Alors, on va faire le bilan des actions extérieures. Évidemment, là, le système, c'est le camion en entier. On travaille dans un référentiel galiléen. Et donc, moi, je vais calculer les moments des forces par rapport à l'axe qui passe par O2. Et je vais prendre un axe que j'appelle, mettons, Y, qui va être vers nous, par exemple. Non, je vais le prendre dans le tableau plutôt, dans le dessin. Donc, j'appelle Y cet axe-là. Et on va calculer donc tous les moments par rapport à l'axe O2Y. Okay, donc, il passe par ce point et qui rentre dans le tableau pour le signe. Alors, on peut commencer déjà par les réactions normales et tangentielles. Donc, on va appeler ça le contact sol en O2. Donc là, pas besoin de préciser la force, on va uniquement préciser le moment des forces parce qu'on va appliquer le théorème du moment cinétique. Donc, on va faire le moment par rapport à O2Z. 2, alors on va peut-être séparer, on va faire pour N2 et puis en dessous on va écrire pour T2. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ces deux moments-là? Ils sont nuls. Ils sont nuls parce qu'ils s'appliquent au point de calcul du moment en O2. Donc on a des bras de levier qui sont nuls pour tous les deux. 0 et 0. OK. Alors, désolé. Hein. Hop, je regarde en même temps la fenêtre de discussion. Ensuite, le poids. Monsieur, Oui. pourquoi c'est O2Z et pas O2Y? Parce que, hop, tu as raison. L'axe Z, ce serait un axe, j'ai voulu le laisser comme ça. Hop. Même si on ne va pas l'utiliser, X, Y, Z, on vérifie qu'on a bien une base directe, c'est le cas. J'allais réécrire Z, Y, merci. Donc le poids, hop, pareil. Donc le moment en O2Y pour le poids. Voilà, donc là, le bras de levier, hein, je vous rappelle, on trace la droite qui passe par le vecteur P. Et donc le bras de levier, on le voit, il est ici. En fait, ça va être la moitié de la largeur du camion. Il n'y a pas vraiment de trigo à faire, c'est L sur 2. Donc on va avoir un moment qui vaut la norme du poids mg, le bras de levier pardon, L sur 2. Et donc là, on voit, hein, le poids va faire tourner le camion par rapport à ce point-là, dans ce sens-là. Et si vous utilisez la règle de la main droite, vous voyez qu'on est à l'opposé de l'axe Y que j'ai choisi. On a le pouce qui vient vers nous. Donc ici, on aura moins mgl sur 2. OK. Et l'action du vent. L'action du vent. Donc toujours pareil en O2Y pour la force F. Donc au niveau de la norme, là c'est l'énoncé qui nous la donne. C'est K V carré. Alors comme on s'est mis à la limite, on va l'appeler V limite carré. Ce sera la pile poil la vitesse du vent à partir de laquelle on va avoir le basculement. Et ensuite, pareil pour le bras de levier, donc la droite ici qui va nous intéresser, c'est la droite qui passe par S et qui est horizontale. Et donc, on voit ici que le bras de levier, ça va être la moitié de la hauteur ici du camion. Donc, ce sera H sur 2. Donc, H sur 2 pour le bras de levier. Et au niveau du sens, vous voyez que par rapport à cet axe-là, la force, elle fait tourner comme ça. Et donc là, pareil, règle de la main droite. Pour tourner comme ça, on a le pouce qui rentre dans la feuille. Donc, on est sur l'axe plus Y. Donc, on aura ici un moment positif. Voilà. Je répète, hein, cette action ici s'annule parce qu'on est à la limite du décollement, à la limite du basculement. Donc, on va ensuite terminer en appliquant le théorème du moment cinétique. Hop. Et donc, il nous dit dériver
du moment cinétique par rapport à l'axe O de Y égale 0 parce qu'ici on est à l'équilibre, égale à la somme de tous les moments. Donc on aura moins mgl sur 2 plus k h sur 2 v limite carré. Et donc on en déduit la vitesse limite. mgl sur kh puissance 1,5. Voilà. Donc vous voyez, pas de difficulté particulière sur cet exercice. J'ai pas compris pourquoi c'est égal à 0, le dérivé du moment. Alors, c'est parce qu'on est à l'équilibre. D'accord. Hop, Ok, merci. équilibre. Donc, équilibre, somme des moments égale à 0 et somme des forces, donc des résultantes, égale à 0. C'est les deux conditions d'équilibre en statique. Je vous rappelle, il faut donc deux équations pour traduire ça. Okay. L, c'était J θ point. Donc, la dérivée, c'est J θ point point. Et donc, en l'absence de mouvement, ici, on a une égalité, ça s'annule. D'accord, merci. Okay. Voilà. C'est vrai que c'est délicat, on est à l'équilibre, mais à la limite de la rupture d'équilibre. Mais on reste sur une situation d'équilibre justement pour avoir quelque chose de simple. Voilà pour ça. Donc, pour terminer, donc, vous voyez, donc là je l'ai dit, j'ai appliqué le théorème au point O2. On aurait pu évidemment l'appliquer ailleurs. Par exemple, on aurait pu l'appliquer au point O1. Alors, ici au point O1, qu'est-ce qui aurait été un peu plus pénible ? Eh bien, c'est que la réaction N2, comme elle s'applique en O2 et pas en O1, eh bien, elle aurait eu un moment non nul. Donc, on aurait dû calculer le bras de levier ici pour N2, donc ça aurait été L, et on aurait eu un moment ici non nul qu'on aurait dû rajouter dans l'équation. Et donc, on aurait eu cet inconnu N2. Et alors, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Eh bien, on aurait dû réappliquer le théorème de la résultante, qui nous aurait permis de calculer N2 et de nous en sortir. Donc, on aurait réussi à trouver le même résultat, mais on aurait eu à appliquer un deuxième théorème et on aurait eu un peu plus de calcul. Donc ici, on a beaucoup intérêt à utiliser ce point-là pour faire disparaître les deux forces qui nous embêtent. Le vecteur T2, là, ne nous aurait pas embêté, par contre, parce que vous voyez que son prolongement passe par O1, donc son bras de levier aurait été nul. Enfin, et évidemment, vous pouvez envisager n'importe quel autre point, le point G, les coins ici, ce que vous voulez. Voilà, alors je vois qu'il n'y a pas de questions. Bon, on va continuer. Hop. Alors, l'exercice sur la toupie. Alors, l'exercice sur la toupie, parmi tout ce que j'ai reçu, la plupart d'entre vous avaient bien traité le début. Il y a eu des soucis pour ensuite exprimer le fait que la toupie avait fait 4 tours sur elle-même. Donc, on va y revenir. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans un exercice en mécanique du point. Et il y a quelques copies sur lesquelles il y a eu des confusions au niveau du bilan des actions. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, ça, c'est TD20, exercice 1. Ok, donc, laissez-moi prendre l'énoncé. Donc, voilà, on a la toupie. Et on nous demande de trouver l'équation différentielle vérifiée par la vitesse angulaire. Donc là, c'est un petit peu comme ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, sauf qu'on est en dynamique. Donc la seule chose qui va changer, eh bien, c'est ici. Quand on applique le théorème du moment cinétique, on n'aura pas 0, on aura un terme non nul. C'est tout. Attention, donc les erreurs que j'ai pu voir, c'est que le terme en J θ point point, pour certains, il apparaît dans le bilan. Attention, ce n'est pas du tout une action extérieure, ce n'est pas le moment d'une force. Ça, c'est plutôt ce qui a une valeur d'accélération, si vous voulez, d'accélération angulaire. Donc, ça n'a pas du tout le même statut. Alors, notre système ici, ça va être évidemment la toupie dans le référentiel terrestre, par exemple. Et on va faire le bilan. Et donc, on va dessiner les actions extérieures avant. Donc là, les actions, vous en avez 3. Vous avez premièrement le poids, donc qui va s'appliquer au point G qui va être par ici. La toupie est homogène, donc on va avoir
un centre de masse qui est bien centré. On va avoir l'action de contact ici, entre la pointe et le sol. Alors, on ne dit pas grand-chose, on dit que c'est un contact parfait, donc il ne va pas y avoir de frottement. Donc là, ça va se traiter exactement comme un pivot, hein, si vous voulez. Donc la force, je vais la dessiner. Bon, je vais la dessiner un peu petite, mais on va la dessiner comme ça. R. Et puis, on a la force F qui est ici, qui a été dessinée. Donc, je ne redessine pas. Alors là, on va faire de la dynamique. Quand on fait de la dynamique, je vous l'ai dit, on a beaucoup moins de choix par rapport à l'axe sur lequel on va projeter le théorème du moment cinétique. Et donc ici, l'information qu'il va falloir extraire de l'énoncé, c'est sur quel axe on nous donne le moment d'inertie. Donc si je prends l'énoncé, on voit qu'on note J, le moment d'inertie de la toupie par rapport à son axe de révolution. Donc son axe de révolution, c'est l'axe UZ. Donc ça veut dire qu'on va être obligé d'appliquer le théorème du moment cinétique en projection sur l'axe UZ. On n'a pas le choix. Voilà. Alors, on aurait pu essayer de brouiller un peu les pistes, vous donner plusieurs moments d'inertie. En général, ce n'est pas vraiment ce qu'on essaie de faire, hein. Donc là, tous les moments seront calculés en projection sur l'axe UZ. Alors, on va mettre OZ, si j'appelle O le centre ici. On a déjà le point G. Donc, on y va. Pour le poids, le moment sur OZ, ben, ce sera 0, hein, parce qu'on a le point G qui appartient à l'axe sur lequel on veut le moment. L'action de contact, c'est pareil. Le moment sur l'axe OZ, c'est 0 parce que le point de contact ici est sur l'axe. Et il nous reste donc uniquement la force F0, dont le moment va s'écrire. Donc ici, vous avez le support de la force, et donc le bras de levier, il est là. Et ça, c'est le rayon de la toupie qui a été noté grand R. Donc on va avoir F0 grand R au niveau de la norme. Et puis au niveau du sens, hein, donc c'est toujours pareil. On fait tourner dans ce sens-là avec la force F0, la toupie. Donc avec la règle de la main droite, on a un moment qui vient vers nous, qui sort de la feuille. Et donc ici, vous voyez, UZ il est vers le haut. Là, on a X, Y. Donc UZ il vient vers nous également. Donc ce sera un moment positif. Et donc ensuite, qu'est-ce qui va changer? On va appliquer le théorème du moment cinétique. Et donc on va écrire que la dérivée par rapport au temps du moment cinétique, donc ici c'est J θ point. Alors on peut également l'écrire J oméga. Comme ici, on nous demande l'équadif qui est vérifié par oméga, on va plutôt privilégier cette écriture-là. Donc, ça fait J oméga point. Et c'est la somme de mes trois moments ici. Donc, ce qui va rester F0R. Donc, l'équation différentielle qu'on cherche, elle est très simple. C'est oméga point égale F0 grand R sur J. Voilà. Et donc ça, c'est une constante. Voilà, donc la partie qui concerne la mécanique du solide, en fait, là, elle est quasiment terminée. Maintenant, c'est plus qu'une résolution d'équations différentielles, et donc c'est des choses qu'on avait déjà vues en mécanique du point. Alors, question 2, en fait, on vous demande juste de retrouver ça par une approche énergétique. Bon, ça, c'était juste pour vous rafraîchir un petit peu la mémoire, que vous remettiez un petit peu le nez dans les formules d'énergie. Je vous ai dit en cours qu'on s'en servait très très peu, hein, c'est vrai, hein. Ici, c'est vraiment purement pour qu'on ait l'occasion d'en parler. Donc, le terme d'énergie cinétique, je vous rappelle, il s'écrit de la même manière en dynamique du solide qu'en mécanique du point. C'est la dérivée de EC par rapport au temps qui est égale à la somme des puissances. Donc là, ce qu'il faut connaître, c'est l'expression de l'énergie cinétique. Donc pour un solide en rotation, c'est 1 demi de J oméga carré. Attention, il y en a qui m'ont écrit 1 demi de mv carré, puis qui ont un peu bidouillé pour remplacer la vitesse par quelque chose. Alors, ce n'est pas correct, hein. Je vous rappelle que quand on a un solide en rotation, ça n'a aucun sens de parler de la vitesse du solide, parce que les points qui sont à des distances différentes de l'axe de rotation ne vont pas avoir les mêmes vitesses. Donc, on parle uniquement de vitesse angulaire de rotation, oméga.
La dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps. Donc là, le 2 va descendre et simplifier avec le 1,5. Donc il va nous rester J. La dérivée de oméga, donc oméga point. Et oméga puissance 2 moins 1. Et au niveau des puissances, eh bien, la seule puissance qui est non nulle ici, eh bien, c'est la puissance de la force F0. Et je vous rappelle que la puissance d'une force, c'est le produit de son moment, F0R, par la vitesse angulaire de rotation, oméga. Et donc, lorsqu'on applique le théorème de l'énergie de la puissance cinétique, pardon, DEC sur dt égale somme des puissances, on retrouve le même résultat après simplification par oméga. Voilà. Là, oméga se simplifie et on retrouve évidemment le même résultat. Donc, vous voyez, ça n'a pas un grand intérêt parce que de toute façon, on doit recalculer les mêmes quantités que lorsqu'on applique le théorème du moment cinétique. Donc, le seul intérêt vraiment, c'est de faire des petits bilans d'énergie cinétique comme on a pu faire à la fin du cours lorsqu'on avait le tabouret d'inertie, là où la patineuse qui tournait sur elle-même. Alors ensuite, sur la partie résolution. Hop, je vais reprendre les questions. Donc, on nous demande d'en déduire l'expression de oméga de t et la vitesse angulaire lorsque tout le fil a été déroulé. Donc, oméga de t, bon, bah, on intègre. Okay, donc, oméga de t, bah, c'est la primitive de cette constante. Donc, ça fait F0 R sur JT, plus une constante d'intégration. Or, ici, la toupie, elle va partir d'une vitesse angulaire nulle au départ. Donc, la constante est nulle. F0 R sur JT. Voilà pour cette question. Et donc, c'est la question d'après qui a posé des problèmes à un certain nombre d'entre vous. Et donc, on va essayer de régler. Donc, dans l'énoncé, on nous demande la vitesse angulaire de la toupie lorsque tout le fil a été déroulé, c'est-à-dire qu'elle a fait 4 tours. Donc, pour traduire le fait que la toupie a fait 4 tours, il faut réussir en fait, à déterminer l'angle θ qui repère la position angulaire de la toupie au cours du temps. La plupart d'entre vous, la plupart de ceux qui ont fait des erreurs, excusez-moi, ont écrit quelque chose comme ça. Ils ont écrit T égale 2pi sur oméga pour essayer de savoir au bout de combien de temps on avait fait 4 tours. Mais attention, ça, vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Oméga, ce n'est pas une constante. Donc, si vous remplacez le oméga qu'on a trouvé ici là-dedans, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu bizarre. Ça va dépendre du temps, etc. Donc, ça, ce n'est pas du tout correct. On ne peut pas l'utiliser. On aurait eu un mouvement à vitesse angulaire constante. Là, oui, on aurait pu utiliser ça. La grandeur grand T nous aurait donné la durée pour faire un tour. On aurait multiplié par 4. On avait 4 tours. Ici, on ne peut pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer une deuxième fois. Et on va avoir donc θ de t qui sera la primitive de ce truc-là. Donc, ça va faire F0R t carré sur 2j plus une constante. Or, la constante, eh bien, un peu nous qui la choisissons, hein, c'est la valeur initiale de θ. Donc, on va la prendre égale à 0 pour repérer facilement sa position. Et donc, du coup, on a θ au cours du temps qui s'écrira F0R t carré sur 2j. Et donc, on écrira que la toupie a fait 4 tours. Quand l'angle θ vaut 4 fois 2pi. En remplaçant là-dedans, on va avoir l'instant t pour lequel ça arrive. Et une fois qu'on aura l'instant t, on va réinjecter dans oméga. Donc c'est un peu long, mais on n'a pas le choix. C'est la seule manière de faire. Donc on va écrire 8pi égale F0R. Alors, je vais appeler TF l'instant final.
pour lequel tout le fil a été déroulé. Donc, vous allez avoir TF qui vaut donc 16 pi J sur F0R puissance 1,5. Et donc, le oméga final, la vitesse angulaire à la fin, c'est oméga de TF. Et donc, ça fera F0R sur J. Et puis, on va avoir la racine qui se rajoute ici. Voilà. Et là, n'oubliez pas de simplifier quand vous avez quelque chose comme ça. On voit hein, le F0R, là, vous pouvez le rentrer dans la racine. Donc, il va nous rester 16 pi F0R sur J racine. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez sortir le 16 en mettant 4. Ça, c'est moins essentiel. Voilà. Bon, j'espère que ceux qui ont fait des erreurs ont compris leur erreur. Donc en fait, ça c'est quelque chose que je suis sûr que c'est une erreur que vous n'auriez pas fait il y a 1 mois et demi en fait, quand on commençait la mécanique, parce qu'on était un peu plus dedans. Et là, c'est vrai que j'ai été un peu surpris de voir ça. Alors après, peut-être que si c'est des erreurs qui se répètent parce que vous travaillez ensemble, je ne sais pas. Vous travaillez un peu ensemble ou vous travaillez chacun dans votre coin? Vous arrivez à faire… Des fois, on travaille ensemble, Ouais, dans certains, ok. pas tout le monde. Oui, j'imagine bien, ouais. Mais bon, c'est vrai que j'ai vu quelques copies qui se ressemblaient beaucoup. Voilà, il y a une dernière petite question. Alors là, c'est plus sur une critique du modèle. Donc, on vous dit que peut-on dire de l'évolution de la vitesse angulaire une fois que la toupie a été lancée? Donc, la toupie a été lancée, ça veut dire qu'on a une force F0 qui n'existe plus, hein, donc qui est nulle. Donc, pour savoir, il suffit de revenir hop, à l'application ici d'une théorème du moment cinétique. Si on retire la force F0, eh bien, on n'a plus que les deux actions de poids et contact. Et donc, l'équation différentielle, ce sera oméga point égale 0. Voilà. Donc, de manière très simple, si plus de force F0, eh bien l'équation différentielle qui donne le mouvement de la toupie, oméga point égale 0, donc oméga égale constante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre toupie, elle tourne à vitesse angulaire constante, sans jamais s'arrêter. Donc évidemment, ce n'est pas du tout réaliste. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour avoir quelque chose d'un petit peu plus correct? Il faudrait rajouter des frottements, par exemple. Alors, les frottements, ils peuvent être de deux types. Ici, on peut avoir, donc il y en a qui ont pas mal discuté, on peut avoir des frottements de l'air sur le cylindre quand il est en train de tourner. Alors, c'est assez faible, hein, mais bon, c'est présent, pas de doute. Ici, ce qu'il va y avoir surtout comme frottement, ça va être un frottement au niveau du contact. Là. C'est vraiment le contact de la pointe sur le sol qui va frotter. Et alors, ça, comment ça se modélise? Ça va se modéliser ici dans l'action de contact. Plutôt que d'avoir un moment égal à 0, on va avoir ici un terme qui est non nul et qui sera négatif. Et ça va traduire le fait qu'on a quelque chose qui résiste à la rotation. Et donc, ce sera ce frottement de rotation, si vous voulez. Une deuxième critique qu'on peut faire sur ce modèle très simple, c'est qu'on s'est placé dans le cadre d'un solide qui tourne autour d'un axe fixe. Or, on l'a tous déjà vu, quand on a une toupie qui tourne sur elle-même, quand elle commence à ralentir, l'axe de rotation n'est plus vertical et il commence à se déplacer. Et il a un mouvement qu'on appelle un mouvement de précession. En fait, il tourne autour d'un cercle comme ça. L'extrémité ici décrit un cercle et ce cercle il est de plus en plus grand jusqu'à ce que la toupie tombe. Alors, ce mouvement, il est très très bien décrit en mécanique du solide. Nous, on ne peut pas le traiter parce que ça sort du cadre du cours. Nous, on se limite au mouvement autour d'un axe fixe. Et le fait que cet axe est un mouvement de précession, en fait, ça va énormément compliquer les équations et ça va devenir assez calculatoire. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez taper mouvement de précession sur Google, par exemple, et vous aurez des infos là-dessus. Mais nous, on ne peut pas le traiter. Donc, on pourrait rajouter ici que pour améliorer, il faudrait avoir un axe de rotation non fixe. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cet exercice.
Est-ce qu'il y a des questions? J'ai pas l'impression. Enfin, je vois rien. Alors après, je sais pas si ma fenêtre de discussion se met bien un jour ou pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va terminer avec l'exercice suivant voilà, sur le gravimètre. Hop. Donc, un gravimètre, c'est un dispositif qui permet de mesurer l'intensité de la pesanteur en un point donné, donc en différents points de la surface de la Terre, par exemple, ou à différentes altitudes. C'est quelque chose qui est assez utilisé parce que, en fait, déterminer les manières dont varie le champ de pesanteur à la surface de la Terre, ça permet d'avoir beaucoup d'informations sur ce qu'on a sous les pieds, notamment lorsqu'on fait de la géologie ou lorsqu'on prospecte du pétrole, par exemple. Eh bien, une manière de trouver des nappes de pétrole, c'est d'utiliser faire des mesures de gravimétrie. Et en fait, quand le champ de pesanteur devient un peu plus faible, ça veut dire qu'il y a moins de roches. Et donc, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose de liquide, par exemple. Donc ici, on étudie un exemple de gravimètre assez simple. On va rapidement voir pourquoi ça peut servir de gravimètre. Et donc, le dispositif, il est le suivant. Vous avez une barre ici d'une certaine longueur, je pense L. Voilà. Et cette barre, elle est fixée à un axe de rotation, donc qui est l'axe UY, perpendiculaire au plan de la figure, via un ressort de torsion. Alors, un ressort de torsion, on en a parlé un petit peu en cours, on a parlé du fil de torsion, c'est un peu la même chose. Un ressort de torsion, c'est un ressort, il n'est pas très bien dessiné là, ça ressemble à ça en pratique, c'est une bande métallique qui s'enroule comme ça. Et en fait, quand on le déforme, il cherche à revenir à sa position initiale. Et donc, ça va exercer sur la tige un couple de rappel qui va avoir tendance à la ramener vers la verticale. Donc, si elle penche comme sur le dessin, ça va la ramener vers la gauche. Si elle était ici, ça la ramènerait vers la droite. Ces ressorts de torsion, c'est ce que vous avez dans vos aspirateurs pour rembobiner le fil. Quand vous tirez sur le fil et que vous appuyez sur le bouton pour le rembobiner, en fait, ce qui se passe, c'est que vous actionnez un ressort de torsion. En fait, le ressort, il est déformé quand on sort le fil. On le sent bien, hein, il y a une résistance. Donc, lorsqu'on appuie sur le bouton, on lui permet de revenir à sa forme de départ et donc, hop, il enroule le fil. C'est ce que vous avez aussi sur les boîtes à musique pour enfants. À l'intérieur, vous avez un petit ressort de torsion. Donc, quand vous remontez la boîte, en fait, vous déformez le ressort de torsion. Et puis, quand vous lâchez, il revient doucement à sa forme initiale. Et en revenant à sa forme initiale, il entraîne un mécanisme mécanique qui va produire de la musique. Bref. Donc, ici, on a ce système et on va chercher d'abord à mettre en équation la dynamique. Donc, TD20 exercice 2. Question 1. Trouver les quadifs vérifiés par l'angle θ. Donc ici, toujours pareil, mon système, ça va être la barre. Et donc, je vais faire le bilan des actions extérieures dans un référentiel galiléen, le référentiel du laboratoire. Alors, première action extérieure, ce sera le poids. Donc, le poids s'applique, comme la barre est homogène, ici au centre de la barre. Je vais prolonger le poids pour pouvoir faire le calcul du bras de levier. Et avant de calculer donc le bras de levier, il va falloir déterminer où est-ce qu'on calcule le moment. Si on prend l'énoncé, on voit qu'on nous dit la tige est homogène et on nous donne son moment d'inertie JOY. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure dans l'exercice précédent, dans la mesure où on nous donne le moment d'inertie par rapport à l'axe OY ici, ça veut dire qu'on va devoir appliquer le théorème du moment cinétique sur cet axe-là. On n'a pas d'autre choix. Donc, on va calculer le moment du poids sur la direction OY. Donc, comme tout à l'heure, on met la norme du poids, on a la ligne d'action de la force qui est ici, et donc le bras de levier, il est là. Et là, on voit qu'il va falloir faire un petit peu de trigo, notamment utiliser l'angle θ. Donc, on retrouve là. Donc, cette longueur qui est ici, si vous faites de la trigo dans le triangle qui est là, vous allez avoir le sinus de l'angle θ qui vaut le bras de levier qu'on cherche sur L sur 2. Donc, ici, on va avoir un bras de levier L sur 2
sinus θ. Au niveau du sens, le poids fait tourner comme ça. Et donc, avec la règle de la main droite, ça rentre dans la figure. Donc, c'est dans le sens de Y. Donc, ici, on aura un signe plus. Alors, deuxième action, c'est le couple de torsion. On va dire plutôt ressort de torsion. Comment il est appelé exactement? Non, couple de torsion. Regardez là le vocabulaire du texte. Le couple de torsion, son moment, en fait, c'est le couple qu'on nous donne. D'accord? Donc, quand on dit elle subit un couple de torsion gamma égal, le gamma qui est donné, c'est le moment. D'accord? Ce n'est pas la résultante, c'est le moment. Je vous rappelle qu'un couple, c'est un moment et une résultante nulle. Donc ici, on aura moins Cθ, on n'a rien d'autre à faire. Okay? Si on avait écrit les résultantes, pour le poids, on aurait eu m vecteur g, et ici, on aurait une résultante égale à 0. Et on va terminer en n'oubliant pas qu'ici, il y a le pivot. Donc même s'il ne va pas influencer le mouvement de rotation, il faut quand même l'ajouter, parce que si on devait appliquer le théorème de la résultante, par exemple, on aurait besoin de cette réaction, notamment pour compenser le poids et expliquer que la barre n'est pas en train de dégringoler. Donc pivot, on va préciser que c'est un pivot parfait. Et donc on a un moment sur OY qui vaut 0. Voilà. Donc là, on a un bilan des actions extérieures qui est complet. Et on va pouvoir passer donc à l'application du théorème du moment cinétique. Et donc là, c'est comme dans l'exercice précédent. La dérivée du moment cinétique, donc c'est J par rapport à l'axe, donc J ou Y ici, θ point point. Okay, donc là, j'utilise la notation avec θ parce qu'on nous demande une équation différentielle sur θ. On a que les θ qui apparaissent ici. Égale, et donc on aura mgl sinus θ sur 2 moins cθ. Voilà, et donc là, on a notre équadif du mouvement, et donc encore une fois, la partie mécanique est terminée. Non, ça va être essentiellement des maths. Monsieur, j'ai pas compris pourquoi c'était pour le couple de torsion, c'était un moins, fallait un moins. Alors là, le moins, il est donné dans l'énoncé. Ah, on te dit que le couple, c'est moins cθ uy. Et en fait, si tu regardes bien, c'est le couple de torsion qu'on a rencontré lorsqu'il y avait le fil de torsion. Et ce moins, il te dit tout simplement que c'est un couple de rappel, c'est-à-dire que ça va ramener la barre vers la position verticale. d'accord. Voilà. Si tu mets un plus, ça va l'écarter. C'est-à-dire que si tu le mets là, le ressort il va avoir tendance à l'écarter Ah oui, par là, et, voilà, et vice-versa. ok, merci. De rien. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Vraiment. Bon, je ne vais pas y arriver, je crois. Ouais, montrer là. Bon. Alors, question 2, on va étudier l'équilibre. Donc, question 2a, déterminer l'équation vérifiée par l'angle θ à l'équilibre. Et on introduira un coefficient qui est donné dans l'énoncé. On le fera juste après. Donc, à l'équilibre, l'accélération angulaire vaut 0. Donc, l'équation de l'équilibre, ce sera C θ équilibre. D'accord, je prends ce terme-là et je le passe du côté du 0, égale mgl sur 2 sinus θ équilibre. Et ça, c'est une équation, qui n'est pas simple à résoudre. Et donc, c'est pour ça que vous avez les questions suivantes qui vont vous aider à la résoudre. Donc, le coefficient qu'on nous demande d'introduire, θ, là, c'est 2c sur mgl. Donc, en fait, on va passer tout ça de l'autre côté. Ça va nous donner 2c sur mgl θ équilibre égale sinus θ équilibre. Et donc, la relation qu'on cherche, en fait, c'est θ équilibre égale sinus
θ équilibre. Voilà. Et là, bah, il faut réussir à trouver des solutions. Bon. Donc, les solutions exactes, on ne les trouvera pas. Enfin, on peut en trouver une, mais les autres, on va les trouver graphiquement. Donc là, il y a une solution qui est évidente. Hein. Solution évidente, c'est laquelle? 0. Voilà. Donc, solution évidente, θ équilibre égale 0, et elle est toujours valable. Elle est toujours valable. Tu vois, je crois que c'était toi, Elia, qui avait fait une résolution graphique, alors qui était intéressante. Hein, c'est pas ce qu'on fait habituellement, mais elle était intéressante. Mais le problème avec ta résolution, c'était que comme la fonction sinus θ sur θ, bon, bah, en 0, tu vois, elle est prolongeable par continuité, mais elle n'est pas, bon, hyper bien définie. Bah, on perdait cette solution évidente. Et voilà, ce qui est dommage, c'est que bah, parfois, c'est la seule solution d'équilibre. Donc cette solution-là sera toujours vraie. Pour avoir les autres possibles solutions d'équilibre, il faut faire une résolution graphique, c'est-à-dire qu'on va tracer cette fonction état θ équilibre, cette fonction, et on va regarder l'intersection. Donc on va faire un petit graphe sur lequel on va représenter donc, deux axes comme ça, sur lequel on va représenter en abscisse θ et en ordonnée donc les deux fonctions. Donc la fonction sinus, je vais la représenter sur l'intervalle moins pi plus pi, parce que vous voyez le problème ici, il est périodique, hein, donc ça ne sert à rien d'aller dessiner ça sur R entier. Voilà, donc mon sinus il s'annule là, il vaut plus 1 ici, il vaut de nouveau 0 là, il vaut moins 1 ici, et il vaut 0 là, donc ça ressemblera à ça. En couleur. Voilà, donc ça c'est la fonction sinus θ. Et à côté de ça, on va représenter la fonction eta θ, qui est une droite qui passe par l'origine et qui va avoir une pente eta. Et là, on a deux cas de figure. Donc, premièrement, si eta est plus petit que 1, eh bien, on va avoir une droite comme ça. Donc là, c'est eta plus petit que 1. Et donc, pour trouver les positions d'équilibre, on va regarder quand est-ce qu'on a l'intersection des deux courbes, parce qu'on a eta θ équilibre égale sinus θ équilibre. Et donc là, on voit qu'il y a 3 points d'intersection. Il y a le point d'intersection qui est ici, donc θ équilibre égale 0, qui était la solution évidente. Et puis, on a deux solutions qui sont celle-ci et celle-ci, qui vont correspondre à deux autres positions d'équilibre qui sont symétriques, vous le voyez. Alors ça, c'est normal, c'est parce qu'on va avoir une position d'équilibre de ce côté, puis on aura une position d'équilibre de ce côté-là. C'est la même chose, hein, par symétrie. Donc ça, c'est le cas où eta est plus petit que 1. Et vous voyez que si eta est plus petit que 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la constante C, là, hein, eta, c'est ça, la constante de raideur du ressort, elle est faible. Donc le ressort, il essaye de ramener vers sa position verticale, mais comme il est assez faible, il n'y arrive pas très bien. Donc en fait, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est la pesanteur qui va l'emporter. La pesanteur, elle a tendance à vouloir faire tomber la barre ici. Le ressort, elle a ramené ici. Il y a compétition entre les deux. Donc si le ressort est faible, la barre elle va trouver un équilibre comme ça, par exemple. Si le ressort est fort, il va ramener la barre vers le haut. Donc là, dans le cas d'un ressort faible, on voit qu'on peut avoir la pesanteur qui gagne sur ces positions d'équilibre. Et si vous avez le coefficient eta qui est plus grand que 1, à ce moment-là, vous allez avoir une droite comme ça. Avec un seul point d'intersection ici qui correspond à la position d'équilibre θ égale à 0. Donc là, le ressort est suffisamment fort pour toujours ramener la barre vers la position verticale à l'équilibre. Voilà. Donc c'est ça qu'on
qu'on voulait dire par résolution graphique. Donc, 3 positions d'équilibre si état plus petit que 1. Combien existe-t-il de positions d'équilibre si état est plus grande que 1? Une seule, donc celle-ci. La position de θ équilibre égale à 0. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, on s'éloigne un petit peu de la partie dynamique du solide. Là, hein. Ça devient du coup plus des maths et de la résolution. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Alors, question C, on vous demande de discuter qualitativement de la stabilité de ces équilibres selon la valeur de θ. Alors, ici, on ne peut pas discuter de manière propre de la stabilité parce qu'on n'a pas introduit la notion d'énergie potentielle en mécanique du solide, en dynamique. Évidemment, elle existe. Hein, et donc là, on pourrait calculer une énergie potentielle qui serait la somme de deux termes, un terme dû à la pesanteur, un terme dû au ressort. Tracer une courbe et regarder les extrémas. Voilà. Dans la mesure où on ne sait pas les calculer, on va devoir faire autrement. Donc là, on va discuter avec les mains, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, on va commencer par le cas où il y a une position d'équilibre. Si θ est plus grande que 1. Alors, très souvent, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais très souvent, quand il y a une seule position d'équilibre, elle est stable. Ici, je vous ai dit tout à l'heure que θ plus grand que 1, si on prend l'expression de θ qui est là, ça veut dire un ressort raide, hein, qui est puissant. Qu'est-ce qui va se passer avec un ressort raide? Eh bien, si j'écarte la tige ici, le ressort va vouloir la ramener et va l'emporter sur le poids. Donc, si j'écarte un peu la barre de sa position d'équilibre, elle a tendance à y revenir. Donc ça, c'est ce qu'on avait donné comme une position d'équilibre stable. Position équilibre stable. La position dont je parle, c'est θ équilibre égale à 0. Et dans le cas où θ est plus petit que 1, on a un ressort qui est plutôt lâche, donc qui va exercer une action assez peu importante sur la barre. Et donc, lorsqu'on va venir écarter la barre, ce qui va se passer, c'est que c'est le poids qui va l'emporter. Et donc, la barre ne va pas être ramenée vers la position verticale, elle va retomber vers une position d'équilibre qui est sur le côté. Donc, ça va être une position instable. Et ces deux positions qui sont ici et ici seront des positions d'équilibre stable. Alors ici, il n'y a pas vraiment de manière de le démontrer. Hein. On ne peut que essayer de l'expliquer avec les mains. On va le voir proprement juste après, dans la question qui suit. Donc là, θ équilibre égale 0, ce sera instable. Et puis, les deux θ équilibre différents de 0 seront des positions d'équilibre stable. Donc si on part de la position θ égale à 0 et qu'on écarte légèrement la barre de sa position, elle va retomber soit vers celle-ci, soit vers celle-là, selon qu'on a poussé vers la droite ou vers la gauche. Alors, comment on montre ça si on n'a pas l'énergie? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se poser au voisinage d'une position d'équilibre et regarder ce qui se passe quand on écarte légèrement la barre de cette position d'équilibre. Si elle oscille, c'est que la position était stable. Si elle n'oscille pas, c'est que la position était instable. Donc ça, c'est ce qu'on nous demande de faire dans la question 3. Dans le cas où θ égale à 0 est une position d'équilibre stable, en fait, on va le faire dans les deux cas de figure, calculer la période des petites oscillations autour de la position. On va faire un développement limité autour de θ égale 0. Donc, au voisinage de θ égale 0, ce qu'on va écrire, c'est que le sinus θ, il est à peu près égal à θ. Okay. Alors, pour les développements limités en physique, sachez plusieurs choses. Premièrement, on va quasiment toujours se limiter à l'ordre 1. On montera aux ordres supérieurs que lorsque l'énoncé nous invitera à le faire. Mais en général, on n'a pas besoin d'approximation meilleure que l'ordre 1, à part pour certains phénomènes bien particuliers. Deuxièmement, on n'écrit pas les petits taux. Donc, nous, on ne s'embarrasse pas de ça. Hein. Je sais que c'est très bien que ce n'est pas correct, mais en physique, on ne les note jamais.
Donc, on va juste écrire ça et on va venir remplacer dans l'équadif du mouvement qui était ici. Donc, on va avoir à ce moment-là J au Y, θ point point, égale MGL sur 2 θ moins Cθ. Et là, on voit bien ce qui va se passer. On va factoriser par θ et on va avoir quelque chose qui peut être une équation harmonique. Donc, on va remplacer J par son expression. C'est ml carré sur 3. Donc, on va avoir ml carré sur 3 θ point point. Et je vais passer les deux termes ici de l'autre côté. Donc, je vais avoir θ, facteur de C moins mgl sur 2 égale 0. Et en divisant donc, tout par ml carré sur 3, on va obtenir une équation du second ordre sous sa forme canonique. Donc θ, donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 3c sur ml carré moins, donc les m vont disparaître, il va nous rester 3g sur 2m. Si je n'ai pas fait d'erreur. Voilà. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de nouveau réintroduire le coefficient état là, parce que c'est lui qui nous avait permis de faire la distinction entre une position d'équilibre et 3 positions d'équilibre. Donc c'est 2c sur mgl. Donc là, on va essayer de l'introduire à ce niveau-là, parce que c'est là qu'il y a c. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir multiplier par 2 divisé par 2 pour avoir le 2c. Et ici, on va venir multiplier par g et annuler là pour avoir le mgl. Et donc, si on fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir le 3G, là, je vais le sortir. Bon, je vais laisser là pour l'instant. Je vais avoir donc 2C sur MGL, ça nous fait état. Il va rester 3G. 3G. Et ici, il va rester 2L. Et vous voyez, c'est exactement le deuxième terme. Et donc, si on la met sous la forme la plus simple, on va avoir 3G sur 2L facteur de état moins 1, θ égale 0. Voilà. Ok, alors, du coup, comment est-ce qu'on discute de la stabilité avec ça? Eh bien, c'est très simple. On a dit que si la position est stable, donc si θ égale 0 stable, on doit avoir des oscillations lorsqu'on écarte légèrement la barre de la position d'équilibre. Pour avoir des oscillations, il faut que cette équation-là soit une équation harmonique. Et pour que cette équation-là soit une équation harmonique, il faut que les deux termes en θ point point et en θ aient le même signe. Donc ici, sous forme canonique, il faut que tout ça, ce soit positif. Et pour que ce soit positif, il faut état supérieur à 1. Donc si état est supérieur à 1, cette position est stable. Si état est plus petit que 1, cette position n'est pas stable. Voilà. Dans le cas où la position est stable, on a alors la pulsation propre des oscillations au carré qui vaut 3G état moins 1 sur 2L. Et donc, on a la période des oscillations qui vaut 2pi sur oméga 0. Et donc, il vaudra ici 2pi racine de 2L sur 3G état moins 1. Voilà. Alors, en quoi est-ce que ce dispositif fait un bon gravimètre? Eh bien,
si on utilise ce dispositif pour mesurer G, vous voyez qu'en fait, il suffit de mesurer la période d'oscillation T0 de la barre lorsqu'on l'écarte de sa position d'équilibre pour pouvoir remonter à G. Tous les autres paramètres étant connus. Ici, L, la longueur de la tige, évidemment, on la connaît. Et dans état, vous avez G également, et puis vous avez la constante de raideur du ressort. Pour faire une mesure précise, il faut faire une mesure précise de la période ici. Et vous voyez que si vous vous mettez à état là, proche de 1, donc un tout petit peu au-dessus de 1, bah, ce truc-là, il devient très petit, hein, il devient quasiment égal à 0, et donc la fraction là devient très très grande. Donc en choisissant de manière intelligente le coefficient état qui est là, on peut avoir des périodes d'oscillation qui sont très grandes, et donc on peut avoir une très grande précision sur la mesure de G. Et donc c'est ça qu'on va utiliser comme phénomène pour concevoir notre gravimètre. Voilà. Bon, j'espère que c'était à peu près clair. Donc comme toujours, hein, le plus important, c'est le début des exercices, la mise en équation sur la partie mécanique du solide. Évidemment, après, c'est bien de savoir exploiter les équations du mouvement pour en faire quelque chose. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de corriger ce matin ou pas? Pour le moment, Non, c'est bon. non. Bon. Donc là, la séance de correction, je l'ai enregistrée. Hein, donc je la mettrai en ligne en suivant, enfin, dans le début d'après-midi. Demain, en ATD, je comptais faire plutôt les exercices sur le nouveau chapitre, donc de thermodynamique. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire encore un exercice sur la dynamique du solide ou pas? Donc, soit statique ou dynamique. Est-ce qu'il y en a qui ne se sentent pas trop à l'aise? Oui, non, Je pense que ça va. ça va? Alors, oui, comme vous voulez. Bon, alors je vais mettre un exercice facultatif. Oui, bon, j'ai quelques oui quand même. Ok, donc je mettrai un exercice facultatif. Je vais mettre un exercice peut-être plutôt de statique, histoire que ce soit assez court et que ça aille à l'essentiel. Ouais, il y a pas mal de oui quand même. Okay. Donc je vais mettre un exercice comme ça. Après, font l'exercice ceux qui veulent. Hein. Et puis vous m'enverrez ce que vous avez fait. Et je mettrai donc 2 petits exos de thermo sur la voie du gaz parfait. Alors, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Ce sera pour demain après-midi. Vous pouvez me l'envoyer aussi pendant les vacances, au début des vacances, si vous voulez prendre le temps d'essayer de tout regarder. Il n'y a aucun problème. Et puis, la semaine de la rentrée, donc on sera encore en distanciel. On fera l'après-midi, je vous proposerai un exercice un petit peu plus long à la place du DS. Donc, ce ne sera pas noté. Hein. Ce serait juste pour vérifier que vous avez bien assimilé tout ce qu'on a vu. Hop, je vais quitter ça. Je vais arrêter l'enregistrement.